Bonjour à tous. Nouvelle réponse à une question, bien que là j'ai pris du retard. J'ai reçu cet email d'un certain Christian le 11 juillet. J'ai tardé un peu pour lire le mail et surtout pour lire sa question et l'article qu'il m'a envoyé. Donc le but de cette réponse est de réagir à l'article d'un certain Daniel Conversano que je ne connais pas, que je découvre en fait à travers cet article. Un article sur la Russie. Le jour où on commencera à me poser des questions sur autre chose que la Russie, je pense que la Terre tournera dans l'autre sens. Christian m'envoie cet article pour éventuellement entendre mon avis là-dessus. Et effectivement, quand j'ai commencé à parcourir l'article, j'ai compris premièrement l'intérêt de sa question et puis surtout l'intérêt de faire cette vidéo. Sans plus tarder, je plonge directement dans le sujet. Je répète juste une petite parenthèse, précaution oratoire. Je ne connais pas Daniel Conversano, je découvre le personnage à travers cet article, comme je l'ai déjà dit. Donc je ne connais pas son œuvre, je ne connais pas ses positions, et je n'ai pas cherché forcément à savoir. J'ai parcouru très rapidement son site, vraiment en diagonale. Je ne pense pas que je sois sur la même longueur d'onde que ce qu'il annonce, ce qu'il avance dans les titres de ses articles, que je n'ai pas lu. Donc, je ne connais pas l'œuvre du bonhomme. Je ne fais que réagir à l'article qui m'a été envoyé par cet internaute. L'article s'appelle « Point de vue, la Russie vue par les nationalistes français. Un concept et non un pays réel ». Et j'avoue que le titre m'a interpellé. Donc, il y avait un biais antisioniste qui a régné dans la sphère nationaliste jusqu'en 2015 environ. Le Bataclan a détourné énormément de camarades de ce logiciel. Camarades, ça m'évoque tout de suite, je ne sais pas, une lutte, une révolution. De manière analogue, à mon sens, il y a actuellement dans notre camp un biais de réflexion pro-russe très puissant et qui nous empêche de voir le monde tel qu'il est. Ça, c'est l'introduction à l'article et déjà là, ça devient intéressant. Pourquoi j'ai justement décidé de faire les réactions à cet article, puisque je constate moi-même depuis plusieurs années, et puis surtout avec les événements de 2022 particulièrement, aujourd'hui c'est très exacerbé, c'est que énormément d'Occidentaux, de Français en l'occurrence, en tout cas sur YouTube francophone, ne jurent que par Poutine et par la Russie sans connaître vraiment le pays, les mœurs, le fonctionnement, le peuple, la culture, etc. Donc c'est une sorte de mythe qui a été créé, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Conversano, c'est une sorte de mythe qui a été créé par tout un tas de youtubeurs, idéologues, commentateurs et compagnie. Et je ne suis pas en train de dire que la Russie est mauvaise, je ne suis pas en train de dire que ce que fait Poutine est absolument inacceptable, sous toutes les coutures. Ce que je suis en train de dire, c'est que énormément de gens se trompent sur le vrai visage de la Russie, son vrai fonctionnement et compagnie. Ça, c'est mon intro maintenant. D'accord? Et je poursuis la lecture de Daniel Conversano. Ce que j'appelle un biais, c'est un point de vue dont on est sûr de la validité, qu'on ne remet plus en question depuis longtemps et qu'on considère comme un acquis de la pensée. En l'occurrence, le fait que Vladimir Poutine ne peut pas faire ou bien désirer une mauvaise chose, que même face à des évidences, des faits, face à des choix qu'on ne comprend pas de lui, tout doit s'expliquer par des données qui nous échappent et lui donnent nécessairement raison. Et là, j'estime qu'il décrit assez bien, en fait, exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le subconscient collectif sur YouTube francophone. Il y a comme un étrange syllogisme qui se crée sur cette base-là. Comme Vladimir Poutine ne peut pas commettre un acte mauvais, alors tout ce qu'il fait et qui, en apparence, peut sembler parfois mauvais, est motivé par une raison dont la finalité est juste. Un parfait biais cognitif. Oui, mais, et si Poutine faisait des erreurs? Et s'il pouvait parfois prendre sciemment des décisions humainement contestables? Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, il faut comprendre qu'on rentre dans un exercice où on parle dans l'absolu. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire parler dans l'absolu, regardez sur Internet, je ne vais pas
prendre du temps sur la vidéo pour l'expliquer. Donc on va essayer de philosopher, on va essayer de supposer, d'imaginer que Poutine puisse, comme tout le monde, se tromper. Pourquoi? Puisque tout le monde est faillible, même les ordinateurs se trompent. Pourquoi vous moquez-vous des guerres préventives menées par les Américains? Demande Conversano, en les traitant de crimes et de mensonges. D'autant que la plupart de ces guerres ont été menées contre des pays non blancs, Serbie mise à part. Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement. Et pourquoi estimez-vous que Poutine est dans son droit quand il use de la même rhétorique, des mêmes stratégies concurrentes dont les grands pays sont coutumiers? Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par les pays non blancs. Est-ce qu'il est vraiment dans la suprématie, dans le nationalisme suprême, voire dans la race blanche? Je ne sais pas, moi, c'est pas du tout mon courant intellectuel ni ma tasse de thé. Je ne fais que lire et commenter. Je précise que c'est une conviction que j'ai forgée au fil du temps. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je n'ai jamais fait dans la russophobie primaire. Au contraire, j'aime le monde slave. J'ai longtemps envisagé de vivre en Russie et j'étais moi-même coincé dans le logiciel poutinien il y a 10 ans. La deuxième chose que je voulais dire est que ceux qui disent que les livres ne servent à rien n'imaginent pas à quel point ils ont tort. Là, je ne peux qu'être d'accord avec cette affirmation. Cela ne veut pas ceci ne va pas vous plaire, mais si beaucoup d'entre vous sont pro-russes dans le cadre de ce conflit, sans connaître le pays, sans jamais y être allés, c'est parce que des idéologues de la droite française ont théorisé dans leur livre l'anti-américanisme et le soutien indéfectible à la Russie, quoi qu'elle fasse aujourd'hui et à l'avenir. Je suis d'accord. Et ces idéologues sont lus et digérés par les leaders d'opinion et des influenceurs qui ensuite en font des vidéos sur YouTube, ce que vous consommez en priorité. Totalement vrai. Aujourd'hui, la lecture est passée vraiment en deuxième plan. Grâce à YouTube, les Instagram et autres, on est vraiment dans la société de l'image, image vidéo surtout, et donc la majorité de vous, ceux qui regardez notamment maintenant cette vidéo, bah, vous êtes le plus souvent, vous vous documentez, vous vous informez à travers les vidéos sur YouTube, Odyssée ou ailleurs. Et donc la lecture est passée vraiment en deuxième plan. J'en parle en connaissance de cause. J'ai un livre que j'ai écrit et publié, donc je suis le premier intéressé à ce que la société soit aussi lectrice qu'elle l'était dans le temps. Mais visiblement, on n'est plus du tout sur la même pente. Voilà, ça c'est un petit message comme ça, furtif, pour vous rappeler que j'ai un livre que vous pouvez acheter et lire, non pas pour me remplir les poches, ça on va dire un effet secondaire, accessoire, mais surtout pour découvrir l'idée que j'y propose, qui me semble, à moi et à ceux qui l'ont déjà lu, semble très intéressante et pertinente pour l'avenir de notre belle société, n'est-ce pas? Je continue sur le texte de Conversano. C'est parce que la droite française est pro-russe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à travers des livres qui sont lus par ceux qui dictent votre pensée nationalistement correcte. Donc visiblement, elle est vraiment dans le courant nationaliste. Donc nationalistement correct, qu'aujourd'hui en 2022, vous vous retrouvez à détester l'Ukraine sans connaître ce pays et alors que c'est ce pays qui est attaqué. Dans l'absolu, il a raison encore une fois. Parce qu'il a été mis sur papier dans des centaines d'essais validés par des cerveaux dissidents que tout pays en conflit avec la Russie est ennemi de la tradition avec un grand T, peu importe que ce soit Moscou qui bombarde Kiev et pas l'inverse. Et peu importe que le pays attaqué soit blanc à presque 100% et que ses mœurs ne soient pas décadentes sur le modèle occidental. Les anti-Ukraine parlent de corruption des élites, de prostitution, de mafia ukrainienne, comme si tout cela n'existait pas en Russie. Il a parfaitement raison. Il y a énormément de corruption en Russie. Bon, la prostitution, je ne sais pas, je ne fais pas les stats, donc je peux pas dire si aujourd'hui on a plus ou moins qu'en Ukraine ou ailleurs, je n'en sais rien, mais en tout cas la corruption, ça c'est un sujet. Bon, vous me direz, et la corruption, c'est un sujet qui est propre en fait à tous les peuples, à tous les pays, tous les
toutes les cultures, comme je l'ai déjà dit par ailleurs plusieurs fois. Donc ce n'est pas la prérogative des Ukrainiens et des Russes, ou bien des Slaves, plus généralement parlant. La corruption est partout, hein. On a vu ça en France dans la décennie passée, de toute beauté. Ça existe partout, même dans les pays comme la Suisse, le Luxembourg, etc. Donc, l'évasion fiscale, c'est un problème. Enfin, l'évasion fiscale et la corruption, ça va ensemble de toute façon, je pense. C'est un problème commun. Mais c'est vrai qu'en Russie et en Ukraine, c'est quand même un très bel exemple. Là, on atteint des sommets que même l'Himalaya aurait du mal à s'en targuer, quoi. La Russie pour les nationalistes français est un concept, elle ne constitue pas une réalité tangible. Ils n'en parlent pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qui se dégage de l'idée même de la Russie, vue comme un fantasme réactionnaire à aimer et à suivre de loin. Très d'accord avec cette affirmation. C'est exactement ce que j'observe, depuis longtemps, et ce que j'essaye de passer comme message également dans mes essais vidéo que je fais sur cette chaîne, dans mes articles que j'ai écrits par ailleurs, où je dis que cette omnibulation, je ne sais même pas si je prononce bien ce mot, omnibulation, je crois que c'est ça, omnibulé, oui, je crois que c'est ça. Donc cette idée phare de beaucoup d'occidentaux ou de français ou de francophones, que la Russie, c'est vraiment la lumière à tous les niveaux, que ce que fait Poutine est incontestable et inattaquable. Il faut quand même se poser à un moment donné une question, en partant du principe, comme je le disais tout à l'heure, que rien n'est infaillible, personne n'est infaillible. Donc peut-être qu'à un moment donné, on pourrait quand même se poser des questions sur ce qui se passe, comment, pourquoi, et est-ce que finalement la direction prise est toujours la bonne dans les circonstances d'aujourd'hui? Est-ce qu'on ne devrait pas changer de fusil d'épaule? Cette tactique, cet exercice intellectuel, bien évidemment, doit être appliqué absolument à tout le monde. À l'UE, à Washington, à, je sais pas, à notre employeur, à nos parents, à nos enfants, à tout le monde. Et à soi, bien sûr. À soi. Mais malheureusement, je constate, comme Conversano en l'occurrence, que tiens, c'est marrant, je regarde l'heure sur mon téléphone, c'est 11h22, 1122. Incredible. Donc, comme Conversano, je constate sur Internet que très souvent, de toute façon, aujourd'hui, il y a deux camps. Et c'est là l'intérêt, finalement, et de cet article et de la vidéo que je fais. Il y a deux camps aujourd'hui qui sont assez binaires. C'est soit les pro-russes, soit les anti-russes, ou les anti-Poutine, on va dire. Donc, on ne peut avancer aucun argument aux uns venant du camp adverse, et dans l'autre sens, on ne peut pas avancer les arguments de l'autre camp dans celui-là. Donc chacun campe sur ses positions, et chacun est persuadé que c'est comme ça et pas autrement. Et quand, par exemple, j'essaye de parler de mon point de vue neutre, que j'essaye de défendre à peu près depuis fin février 2022, on me critique en me disant qu'on ne peut pas avoir un avis neutre. Il faut être soit dans un camp, soit dans l'autre. Mais on peut tout de même quand même analyser les choses et voir qu'il y a des choses bien et mal d'un côté, et il y a les choses bien et mal de l'autre. Après, il faut mettre tout dans la balance. Il faut essayer de comprendre de quel côté ça pèse plus, dans le mauvais ou dans le bon. Mais rien n'est à 100% bon et rien n'est à 100% mauvais. Le monde n'est pas binaire. Il y a énormément de graduations, de variations de gris entre le blanc et le noir. On est d'accord là-dessus, j'imagine. Bon. Donc, par exemple, quand je parle du point de vue neutre, c'est surtout que j'essaye simplement de faire comprendre, c'est peut-être ma façon d'appeler les choses de cette manière, de dire que il faut se situer quelque part au milieu, un observateur, et essayer de peser les pour et les contre de tous les côtés. Et de se remettre en question aussi. La chose à laquelle j'invite chacun qui passera par cette vidéo, qui ira jusqu'à ce moment ou jusqu'à la fin, se remettre en question en permanence et se dire, est-ce que mes convictions, mes certitudes sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle personne sont justes, et est-ce qu'elles sont définitives? Et si elles sont définitives, pourquoi?
Donc il faut toujours remettre les choses en question. Et c'est précisément l'exercice que Conversano nous propose, encore une fois, indépendamment de ses autres convictions par ailleurs, sur le nationalisme, peut-être la suprématie blanche ou autre. Ça, c'est un sujet que je ne touche pas, il n'est pas dans le sujet de la Russie. Donc encore une fois, juste pour résumer, le point de vue neutre que je propose, c'est se situer dans ces nuances de gris et pas être dans le mal ou dans le bien, dans le noir ou dans le blanc, puisque le monde n'est pas binaire. Et visiblement, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce concept ou mon positionnement là-dessus parce que suite à ma vidéo là, que j'ai appelée justement point de vue neutre sur le conflit Russie-Ukraine, il y en a plein qui m'ont écrit dans les commentaires que j'ai rien compris ou alors que je suis dans la bien-pensance, que je suis dans le politiquement correct, que je ne veux pas prendre position, que je mens, que je suis un traître. Bon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, depuis 10 ans que je suis sur Internet, que j'écrivais au départ les articles et maintenant sur YouTube, je suis ici le troll de Kremlin et en Russie, je suis le russophobe. Bon, voilà. Donc je pense que là, quand vous avez entendu ça, vous avez compris beaucoup de choses. Je continue. La Russie pour les nationalistes français est un concept. Je suis très d'accord avec ça. C'est un concept, ce n'est pas un vrai pays, c'est-à-dire que c'est un concept imaginé, inventé, embelli, très souvent embelli, qui est promu, qu'on fait vivre avec toute la masse de gens qui regardent ces vidéos sur YouTube, qui écoutent ces idéologues et qui soutiennent aveuglement, sans comprendre, sans connaître le pays de l'intérieur, et qui sont persuadés que la Russie is the place to be. Il y a des choses qui sont mieux en Russie qu'en Europe. Il y a des choses qui sont mieux en Russie qu'en France. Mais croyez-moi, il y a un tel tas de choses qui sont pires en Russie qu'en Europe ou en France ou partout ailleurs dans le monde que c'est incommensurable. Donc tout est relatif. Encore une fois, penser conceptuellement à tout prix que la Russie et toutes les décisions de Poutine, c'est la lumière au bout du tunnel, dans une certaine mesure, oui, contre beaucoup de décisions occidentales et surtout washingtoniennes, certes. Après de là, idolâtrer le moindre fait et geste de Poutine, des Russes sur la scène internationale, dans la politique intérieure nationale russe, il faut se détendre quand même un peu. Donc, la Russie pour les nationalistes français est un concept. Elle ne constitue pas une réalité tangible. Ils n'en parlent pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qui se dégage de l'idée même de la Russie, vue comme un fantasme réactionnaire à aimer et à suivre de loin. Je crois que j'ai déjà lu ça, non? Bon. Pourquoi ne pas tous foncer vers Moscou pour échapper à la grande décadence qui nous menace? C'est vrai. Les concepts peuvent être manipulés comme des choses irréelles, on le voit, pour le seul plaisir de l'intellect. Posez-vous des questions simples et demandez-vous ensuite si vous n'êtes pas sous influence. La Russie est-elle un pays attractif et créateur d'emplois? Bon, là, je ne vais pas commenter, je vais simplement passer sur cette question parce que, oui, la Russie est un pays attractif, selon moi. Bon, du coup, finalement, je commente. Après, créateur d'emplois, on repassera. C'est compliqué aussi. C'est pas évident. En Russie, c'est plutôt l'entrepreneuriat. Vous me direz un peu comme en France aujourd'hui, je pense, et comme partout dans le monde. J'ai l'impression que c'est la tendance un peu générale aujourd'hui, globalement, de se tourner vers son propre business, de devenir indépendant plutôt que d'aller chercher du travail. Je pense que c'est une tendance générale. Mais bon, c'est vraiment une question économico-philosophique qui est à part, donc je ne vais pas rentrer dans les entrailles. En quoi une victoire de la Russie en Ukraine est un bénéfice concret pour la race blanche? Bon, là, je laisse passer parce que je ne vais pas rentrer dans les entrailles quasi fascistes, quoi, pour moi. En tout cas, racistes, suprémacistes. Pourquoi tout de suite il faut parler de la race blanche? Moi, ça me dépasse. Mais enfin bon. Un empire comme la dernière Rome, qui est censé être la Russie, n'est-il pas un phare dont on veut se rapprocher? Pourquoi si peu de nationalistes français s'expatrient dans cet empire magique de la tradition qu'ils vénèrent de loin? C'est assez vrai comme réflexion.
Il y en a beaucoup qui voudraient y aller, mais ils ne le font pas. Parce que bon, c'est plus facile d'être sur Twitter et retweeter et commenter en disant à quel point l'UE est mauvaise et à quel point la Russie est formidable que d'aller sur place, s'installer là-bas et éventuellement faire ce travail, mais de l'autre côté de la barrière. Ça, c'est autre chose. Il y a eu des attentats islamistes en Russie, de nombreux attentats. Aucun, à ma connaissance, en Europe centrale, aucun en Roumanie, aucun en Ukraine. C'est vrai. Après, ça me paraît un peu court comme réflexion. Est-ce que les attentats islamistes est une mesure finalement du fait que le pays soit bien ou mal? Est-ce que, enfin, je veux dire là, par exemple, il met un exemple, l'Ukraine et la Roumanie. L'Ukraine et la Roumanie n'a pas de pays frontalier, n'a pas de pays musulmans frontaliers déjà. Et puis, je veux dire, sur la scène politique, jusqu'à présent, l'Ukraine, on n'a pas entendu beaucoup parler depuis, on va dire, 2014, depuis que Washington avec Bruxelles n'ont pas mis les pieds sur le sol ukrainien avec l'OTAN et compagnie. Et la Roumanie, on n'en a jamais entendu parler de ce pays sur la scène internationale. Donc c'est clair que avant qu'il y ait dans ces pays-là les attentats islamistes, je pense qu'il se passera du temps, quoi. Il coulera de l'eau sous les ponts. Donc pour moi, c'est un peu court comme réflexion. Là, en l'occurrence, je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement par là, donc je passe. Pourquoi les femmes russes sont nombreuses à vouloir quitter leur pays? Alors là, cette question-là, c'est... Pourquoi les femmes russes sont nombreuses à vouloir quitter leur pays? Pourquoi puis-je, en 1 ou 2 mois de conversation sur n'importe quel site de rencontre, convaincre une femme russe de 20 ans de venir me rejoindre partout en Europe, l'Europe actuelle, l'Europe décadente? La question à double tranchant. Premièrement, Daniel, je pense que tu as t'as tout faux sur cette question. C'est pas que toi, tu peux passer 2 mois et faire venir une femme. C'est que, alors, déjà, je me souviens plus, 2 ou 3 vidéos sur cette même chaîne sur les femmes russes. Vous fouillerez, vous verrez, où j'explique ce phénomène vraiment de l'intérieur, où je commente et je l'analyse, et donc il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond que ce simple paragraphe que je viens de lire. Donc c'est pas une question que tu peux passer 2 mois et faire venir facilement une femme, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de Russes, et notamment beaucoup de femmes russes qui veulent quitter à tout prix la Russie. Cette tendance-là, depuis les années 90, elle s'est un peu estompée, elle s'est un peu calmée. Elle est maintenant partie un petit peu peut-être on pourrait dire dans une autre direction, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette tendance est toujours présente et effectivement, beaucoup de Russes, et notamment surtout aujourd'hui, depuis février 2022, veulent et cherchent à quitter la Russie de Poutine, puisqu'ils considèrent, malgré ce que les pro-russes, les pro-Poutine ici en Europe pensent, beaucoup de Russes cherchent à quitter la Russie parce qu'ils n'y voient plus aucun avenir dans les décennies à venir, qu'ils n'en déplaisent. Hein. Malgré ce que les idéologues français qui sont aujourd'hui sur le territoire russe peuvent vous dire de contraire. Moi, je vous fais sonner un autre son de cloche, d'accord? Des Russes de profondeur, pas des Russes au centre de la capitale, c'est-à-dire à Moscou. Ce sont deux espèces complètement différentes en Russie. Bon. Pourquoi le PIB d'un si grand pays, la Russie, est-il inférieur à celui de nombreux petits pays européens? Un peu court sur pattes aussi comme réflexion, selon moi, pour plusieurs raisons. Je pense qu'on pourrait comparer, on devrait comparer le PIB de Russie surtout à des pays qui lui ressemblent. Il faut comparer le comparable. Les pays qui lui ressemblent, ça serait quoi? Les BRICS, par exemple. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. Bon, comparer la Russie et la Chine, c'est complètement le phoque. On est d'accord, c'est juste pas comparable. La Chine aujourd'hui est clairement la première économie mondiale, même si les Américains essaient encore là, de faire genre, mais de toute façon, c'est cuit. Comparer la Russie, par exemple, on peut comparer aussi la Russie à la Corée du Sud, qui représente 1 millionième en termes de territoire la Russie, mais dont le PIB est sensiblement supérieur à celui de la Russie, parce que c'est un pays qui est technologiquement, économiquement beaucoup plus développé que la Russie. Mais c'est surtout que là, on compare les paradigmes complètement différents, dans le sens où
Culturellement, ce sont les pays complètement différents. Par exemple, je parle de la Corée du Sud et de la Russie, mais c'est surtout que la Russie était et visiblement le restera, en tout cas encore pendant les décennies à venir, un pays profondément corrompu et mal géré de l'intérieur. Je répète, profondément corrompu. Je pèse mes mots. Euh, en dépit de tout ce que vous pourrez entendre, encore une fois, des idéologues francophones des deux côtés de la frontière russo-européenne, on va dire. Et donc cette corruption et cette mauvaise gestion qui, à mon goût, je veux dire la gestion étatique est mal foutue, mal organisée, fait que finalement, il ne faut pas oublier que la Russie est un pays, c'est un énorme bus à gérer, à manager, à gouverner. C'est un énorme camion avec une remorque, c'est un truc énorme. 11 fuseaux horaires. Vous en connaissez d'autres pays comme ça, c'est un bordel innommable à gérer. Avec plusieurs nationalités vivant sur le territoire, éparpillées, 140 millions éparpillés sur 11 fuseaux horaires. Bon, bien sûr, la majeure partie est concentrée dans la partie européenne. Toutes ces analyses, je les ai déjà faites par ailleurs dans d'autres vidéos articles, mais ici je suis obligé en réagissant à ce que je viens de lire, je suis obligé de rebondir. La majeure partie de la population, bien sûr, est concentrée dans la partie européenne de Russie, mais, je veux dire, gérer ces 11 fuseaux horaires avec les climats très différents, avec les mœurs différentes à travers la moitié du globe terrestre, c'est extrêmement compliqué en termes de management, même si on ne gère pas un pays comme une entreprise, c'est ce qu'on aime dire aujourd'hui en France, mais je veux dire, la gestion, ça reste, qu'elle soit d'un pays ou d'une entreprise, ça reste une gestion ou une gouvernance. Après, c'est un jeu de mots, quoi. Donc gérer un pays comme la Russie est extrêmement compliqué, d'autant plus quand il est corrompu sur toute la ligne, sur toute la pyramide gouvernementale. C'est un fait, tout le monde le sait, je veux dire, c'est pas nouveau. Comparer le PIB de la Russie, dont aujourd'hui finalement, je veux dire le PIB, le chiffre du PIB qui dépend essentiellement et presque entièrement des carburants qui sont vendus, puisque le reste de l'économie n'est pas encore développé autant qu'on le voudrait, c'est en train de se mettre en place, et je pense que surtout aujourd'hui, ça va justement se développer, puisque c'est les Occidentaux qui ont fermé la Russie complètement et l'ont isolée. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Inévitablement, je pense, c'est ce que aussi tous les analystes savants, ceux dont les analyses tiennent vraiment la route, et pas ceux qui sont sur les plateaux télé là, à raconter tout et n'importe quoi à la longueur des journées. Je pense qu'aujourd'hui, la Russie forcément va se développer à l'intérieur, elle va probablement vraiment devenir indépendante, et elle ira encore mieux qu'elle allait avant cette crise, avant cette guerre. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est les Occidentaux qui créent ce dont ils voulaient se débarrasser encore avant la guerre en Ukraine. Il est là le paradoxe, c'est ça qui est formidable. Donc finalement, la connerie humaine, en tout cas la connerie des Occidentaux, là aujourd'hui dans cette crise-là, elle est juste incommensurable. Mais incommensurable. Bon, bref, pour revenir à la question du PIB, je pense que comparer les petits pays de l'Europe centrale, qui sont vraiment minuscules, mais dont l'économie forcément est différente, par rapport à la Russie. Pourquoi? Déjà parce que ce sont les petits pays, parce qu'ils produisent autre chose que la Russie, forcément, parce qu'ils n'ont pas du tout les carburants à faire vendre, et par-dessus tout parce que tous les pays de l'Europe centrale, ils sont dans la CE, et donc automatiquement, ils ont les aides de la CE, ils ont les lois, les réglementations de la CE, ils marchandent avec leurs voisins européens, ce qui n'est pas forcément, en tout cas aujourd'hui, n'est plus forcément le cas de la Russie, puisqu'elle est isolée. Et même avant, quand la Russie n'était pas isolée du monde, elle ne marchandait peut-être pas autant avec l'Europe que le font les petits États de l'Europe centrale. Donc encore une fois, pour moi, cette comparaison, elle ne tient pas forcément debout. Je peux me tromper, attention, je ne suis pas économiste, tout ça, mais pour moi, c'est un comparatif qui est un peu court sur pattes, à mon avis. Pourquoi l'Europe centrale, dirigée par des nationalistes conservateurs et non des woke, ne veut pas entendre parler de la Russie et préfère une alliance diplomatique avec l'Europe de l'Ouest? Mon cher Conversano, tu dois quand même savoir que tous ces pays-là sont entièrement sous le couvercle washingtonien.
Je pense que tu ne le découvres pas aujourd'hui quand même. Tout comme d'ailleurs toute l'Europe l'est. Elle est complètement sous couvert de Washington. Ce que Washington dit, tous les 27 le font. Bon, mis à part la Hongrie qui essaie encore à faire un peu de rébellion et résistance, et mis à part la Serbie jusqu'à il y a peu, que finalement, apparemment, on a réussi à plier et qui maintenant se met à soutenir les sanctions contre la Russie. C'est-à-dire que visiblement, là, très récemment, on a quand même réussi à convaincre les Serbes à se mettre dans le bon camp. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à part la Serbie et la Hongrie, tous les pays, il faut quand même comprendre aussi autre chose, c'est qu'en dehors d'être pris par la gorge, ces pays-là de l'Europe centrale, par l'Europe et bien sûr par Washington, qui dit pris par l'Europe, donc par Washington, ces pays-là, ils étaient sous le couvercle des cocos pendant plusieurs décennies au siècle précédent. Ça me paraît normal, je ne le défends pas, c'est simplement, j'analyse encore une fois dans l'absolu, ça me paraît tout à fait normal et presque logique qu'ils ne veulent pas forcément aujourd'hui faire copain-copain avec la Russie parce qu'une certaine peur reste d'autant plus alimentée par la rhétorique de Washington et de Bruxelles. Une certaine peur reste dans le subconscient collectif et donc on préfère rester plutôt côté occidental que côté, on va dire, russophone, pour dire de cette manière-là. Même si l'ancienne population de ces pays, et alors si Conversano est roumain, d'après ce que j'ai compris ou pu deviner sur son site rapidement en le parcourant, je pense qu'il doit savoir très bien que l'ancienne génération, c'est-à-dire par exemple ma génération et la génération de nos parents, donc les baby boomers, ceux d'après-guerre, malgré tout ça, ils n'ont pas forcément un souvenir absolument horrible des Russes. Je ne parle pas de l'époque soviétique, je ne parle pas du régime soviétique, je parle des Russes en tant que peuple, etc. D'ailleurs, Conversano lui-même dit qu'il n'est pas du tout anti-russe et qu'il projetait même s'installer, vivre là-bas, etc. Donc, pour moi, encore une fois, là, c'est pas que ça soit la question du PIB, que ça soit les attentats islamistes ou que ça soit les dirigeants nationalistes conservateurs de l'Europe centrale. D'ailleurs, il y a un paradoxe dans les pays de l'Europe centrale, c'est que les dirigeants sont effectivement souvent nationalistes et conservateurs, mais le peuple en lui-même ne l'est pas du tout. Exactement le même phénomène qu'en France. Je veux dire, aujourd'hui, quand je vais sur Twitter ou ailleurs, je vois que la majorité, selon moi, la majorité est contre Macron, contre les décisions qui sont prises par l'Europe, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Europe elle-même, etc. Donc la population ne suit pas du tout leurs propres dirigeants. J'ai même reçu dernièrement des commentaires sous mes interviews, par exemple avec Slobodan Despot, le Serbe par excellence, certains Français qui m'ont écrit, s'il vous plaît, ne dites plus que les Occidentaux sont contre la Russie. C'est nos gouvernants qui en sont contre. Nous, le peuple, nous ne le sommes pas du tout. Je résume de manière très anecdotique ce qui m'a été dit dans ces commentaires, mais en tout cas, moi je suis très d'accord, premièrement, avec cette remarque, parce que c'est exactement ce que je constate sur les réseaux sociaux et partout. Et voilà, donc je transmets ce message en disant qu'à chaque fois que je dis dans mes vidéos « les Occidentaux sont contre les Russes », bien sûr, on parle des gouvernants, des gouvernements, des politiques et non pas des gens qui sont en bas de l'échelle de la pyramide, sans aucune connotation péjorative, bien sûr, de ma part par rapport à ça, puisque moi-même, je suis en bas de l'échelle de la pyramide. Je ne considère pas appartenir à l'élite, comme c'est maintenant de coutume de dire, à l'élite politique ou à l'élite de la société quelconque. Et puis surtout, je veux dire, si vous lisez mon livre, en parlant des élites, je vais vous dire, vous m'en donnerez des nouvelles. Si la France et l'UE sont les pires des dictatures imaginables et la Russie a un monde libre, qui sont et où sont les opposants à Poutine en Russie? Des exemples de grands influenceurs vivant en Russie et la critiquant de l'intérieur, à moins qu'elle ne soit trop parfaite, donc non critiquable.
je, je suis désolé de vous dire qu'il a raison, hein. Et là, même pas forcément sans mettre sur la table notre cher ami Navalny, dont j'ai déjà fait une analyse sur ma chaîne que vous pouvez trouver, écouter. D'ailleurs, je vous invite à le faire, ça m'évitera de déblatérer la même chose maintenant. Je répète juste une chose, c'est qu'en Russie, Navalny, avant, aujourd'hui et même plus tard, il n'a jamais été considéré comme un vrai opposant politique à Poutine. C'était, comme moi je le qualifiais, un agitateur qui était utile, qui a agité des consciences et le courant de pensée de l'establishment, on va dire, russe. Il l'agitait, il le secouait comme un cocotier. Il avait raison de le faire et il était utile pour ça, mais en tant qu'opposant politique, il ne l'était pas vraiment. Et ce qui s'est passé réellement aujourd'hui, pourquoi on l'a enfermé, bon, je ne vais pas refaire tout l'historique, encore une fois, mais en dehors de Navalny, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé depuis février 2022? Il y a énormément on va dire, de l'intelligentsia russe qui critiquaient le régime en place, et ils ont tout simplement quitté le pays. Parce que sinon, c'est au mieux une amende, au mieux, sinon c'est dans le trou. C'est en tôle. C'est un fait. C'est un fait. C'est soit vous dites, vous imaginez que en Russie, on ne peut pas prononcer le mot guerre en parlant de l'Ukraine. C'est une opération spéciale. Si on commence à jouer sur les mots comme ça, on peut éventuellement rendre logique qu'on ne veuille pas, que le gouvernement russe ne veuille pas qu'on emploie le mot guerre, puisque effectivement, ils sont habités par une mission, c'est de nettoyer l'Ukraine, de la dénazifier, de dégager notamment les Américains et l'OTAN, avec les Européens, de l'Ukraine. Donc c'est effectivement une mission, c'est une opération spéciale, on peut voir sous cet angle-là, et c'est bien sûr en partie est vrai, mais de là, si vous prononcez le mot guerre dans les médias, vous êtes instantanément amendé au mieux, sinon vous avez un procès et très rapidement vous êtes au trou. Et quand je vous dis au trou, c'est pas un mois, 2 mois, une semaine. Vous y partez pour plusieurs années, pour pas dire décennies. Donc bon, je veux dire, on n'est quand même pas à ce niveau-là de restriction quelque part en France ou en Europe, à ma connaissance. Vous me direz si je me trompe. Mais là, pour le coup, Conversano a raison. Même si j'étais pas d'accord sur les questions précédentes et que je remettais en question, et voilà, là, c'est un fait. Ma réponse à tout cela est que la littérature nationaliste a une influence sur les esprits et vous pénètre en profondeur, vrai, et que de la même manière que les intellectuels de gauche soutenaient le communisme autrefois en faisant erreur, une partie du camp national soutient Poutine dans cette guerre et fait erreur également. Je parle ici de la Russie politique, pas du peuple slave russe contre lequel je n'ai rien, et plutôt même de l'affection. Alors, je trouve que là, en l'occurrence, ce comparatif, ou cette allégorie, si on veut, est assez vrai. C'est-à-dire que dans les années 60-70, les cocos français expliquaient à quiconque voulait l'entendre sur tous les plateaux télé à l'époque. Bon, c'était bien sûr beaucoup moins médiatisé, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais ils expliquaient que le communisme soviétique est tout simplement formidable et qu'on devrait parvenir exactement à la même chose en France et dans tout le monde capitaliste. Bien sûr, elle faisait erreur et aujourd'hui, finalement, je pense que toute cette espèce de réflexion, j'ai pas envie de l'appeler bien-pensance, mais en tout cas réflexion que la Russie est vraiment la lumière au bout du tunnel. C'est vrai que, attention, je vais faire une parenthèse, c'est vrai que la guerre qu'il y a eu aujourd'hui en Ukraine, ce n'est pas simplement une histoire d'opération spéciale, ce n'est pas une guerre entre les Russes et les Ukrainiens, c'est une guerre des civilisations, clairement. C'est une guerre entre l'Occident et, on va dire, le monde slave, où ce que représente finalement aujourd'hui la Russie, c'est une sorte de rébellion contre la vassalisation occidentale dans le reste du monde. D'ailleurs, si vous éliminez sur la carte, si vous éliminez tous les pays non occidentaux et vous gardez uniquement les pays occidentaux, qui sont appelés dans les médias occidentaux la communauté internationale, c'est complètement ridicule. Je veux dire, c'est une blague, puisque le monde occidental représente, je ne sais pas,
même pas un cinquième, peut-être même un dixième de la surface terrestre du monde global, de la population mondiale. Après, économiquement, ça pèse lourd, certes, mais en tout cas, en termes d'idéologie sous forme de population, le monde occidental est extrêmement petit. Et donc, la Russie aujourd'hui, avec cette guerre, représente sur le sol ukrainien, parce que Washington et l'Europe ont pompé, on va dire, du fric, des armes et de la connaissance militaire depuis au moins 2014 en Ukraine. Et donc aujourd'hui, forcément, tout ça a été gonflé à bloc. Enfin, ça ne sert à rien que je raconte ça, parce que vous le savez déjà, on le dit partout aujourd'hui. Et donc finalement, aujourd'hui, la Russie se rebelle contre ça. Elle essaye de dégager, d'expulser, on va dire, de ces territoires qui sont extrêmement proches à Moscou, d'expulser l'OTAN avec les Américains, leurs armes, et puis les fachos, là, les nazis, etc. Donc la Russie représente une vraie rébellion contre la machine de guerre occidentale de l'OTAN. We don't care. The United States and NATO, we do not care how many Ukrainians die. Not civilians, not women, not children, not soldiers. We do not care. It's become a great football game. We've got our team, they've got our team, rah, rah. We want to get the biggest score and run it up. And, we don't care how many of our players get crippled on the playing field as long as we win. Now, we are shipping fantastic quantities of weapons, and it's caused the stock of Raytheon, which creates missiles, and Northrop Grumman, which creates aircraft and so forth, and missiles. All of these defense industries have become tremendously bloated with tax dollars. Mais en attendant, toute cette réflexion en disant que la Russie est la lumière au bout du tunnel, pas surtout. Pas surtout. Bien sûr, elle l'est, puisqu'elle fait un vrai contrepoids à l'Europe, à l'Occident, à Washington, ça c'est un fait. La Chine, bien sûr, aujourd'hui pèse aussi beaucoup dans le dossier, clairement. Et d'ailleurs, on le sait très bien que je pense qu'il ne reste plus à attendre longtemps qu'il y a une deuxième bougie qui va s'allumer sur la carte géopolitique très prochainement, qui sera Taïwan-Chine. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux pôles aujourd'hui, globalement, qui s'opposent. Ça, c'est plus un secret pour personne. Mais idolâtrer la Russie absolument dans tout ce qu'elle fait dans sa politique intérieure, sous prétexte que Poutine est le seul, là pour le coup c'est vrai, est le seul aujourd'hui à tenir tête à l'Occident, idolâtrer tout ça, c'est une erreur, c'est une faute. Ce n'est pas, il faut savoir remettre quand même en question beaucoup de choses. Et donc là, elle conclut, ne dites pas que les livres ne servent à rien pour imposer les théories, même si vous ne les lisez pas. Ceux qui orientent vos opinions et les manipulent ont lu ces livres et recrachent ce qu'ils ont lu dedans. Ce qu'ils ont lu dedans, ce sont vos postulats politiques actuels, lesquels sont tout, mais alors tout, sauf le résultat d'une pensée personnelle. Voilà le paragraphe qui met le point dans sa réflexion. Je suis assez d'accord avec ça. Et pour revenir au postulat du départ, c'est que la Russie, vue par les nationalistes français, est un concept et non un pays réel. Je suis très d'accord. C'est ce contre quoi moi aussi j'essaie de m'exprimer depuis longtemps. Qu'il y a cette bulle aujourd'hui dans la pensée occidentale, en tout cas francophone sur YouTube, comme quoi la Russie c'est vraiment l'exemple à suivre. Alors c'est un exemple sur bien des choses, indéniable, et je suis le premier à le défendre, mais pas surtout. Pas surtout. Donc il faut savoir remettre en question. Voilà, c'était ma lecture, mon commentaire de cet article qui a été publié le 7 juillet 2022 par Daniel Conversano. Et je vous retrouverai prochainement avec mes nouveaux commentaires ou réponses à vos questions que vous m'envoyez par email ou bien sur Twitter si vous êtes sur Twitter et vous savez vous en servir. Là-dessus, je vous dis à bientôt.